Chers amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Quoi de neuf en histoire, le podcast où l'on reçoit des écrivaines et des écrivains à l'occasion de la sortie de leur dernier livre. Et l'épisode d'aujourd'hui, c'est une nouvelle collaboration avec mon compère Adrien, de Mémoire d'Adrien. Bonsoir Adrien. Bonsoir. Donc je rappelle Adrien que tu tiens le blog littéraire et compte Twitter Mémoire d'Adrien, dans lequel tu parles quotidiennement de littérature. On avait fait une première collaboration le mois dernier et ça nous a bien plu et donc on a décidé de remettre le couvert. Absolument, et je te remercie pour cette nouvelle invitation. Aujourd'hui, nous recevons François Darocha Carnero. François, vous êtes docteur en histoire contemporaine, spécialiste de l'équipe de France de football, et nous vous remercions vraiment de nous accorder un peu de votre temps au milieu de toutes ces sollicitations qu'on imagine nombreuses en cette période de Coupe du Monde. Mais merci à vous, bonsoir. Vous publiez Une histoire de France en crampons aux éditions du Détour. Ce n'est pas, comme vous le précisez en introduction, une histoire de l'équipe de France de football ni de ses joueurs, mais plutôt une sélection de 20 matchs que vous avez choisi pour montrer comment l'histoire sportive fait écho à l'histoire du pays. On va remarquer que chaque chapitre raconte deux choses. D'une part, le déroulement de la rencontre sportive proprement dite et le contexte dans lequel le match en tant qu'événement s'est déroulé. Qu'avez-vous voulu souligner à travers cette construction, François ? En fait, j'ai voulu souligner que le match de football pouvait être un document au-delà d'être un événement éventuellement sportif, Oui. être un document pour comprendre l'histoire d'un pays, et en l'occurrence l'histoire de France, à la suite de ce qu'a pu faire Jonathan Wilson en Angleterre. Il avait envisagé une dizaine de matchs anglais pour essayer de faire l'Anatomy of England. C'est un peu ce principe-là. Partir d'un match, ou plutôt partir de plusieurs matchs, pour essayer de comprendre l'évolution d'un thème sur plusieurs décennies, et ainsi voir à partir du match et de ce recul du terrain au général, du général au terrain, revenir toujours vers le terrain, mais toujours en repartir, et donc croiser ces différentes échelles pour réussir à développer cette approche documentaire. Vous avez choisi, François, d'aborder 4 thèmes qu'on va détailler après. Donc la guerre, l'immigration, le travail et les dangers politiques. Dans ce livre, donc vous traitez du football vraiment comme un objet d'histoire. Pourtant, le football génère des passions fortes, que ce soit pour un club ou pour une sélection nationale. Comment est-ce que vous avez fait, alors non pas pour vous affranchir de cette émotion, mais pour la restituer dans le cadre du livre ? Alors justement, je pense qu'il a fallu s'en affranchir au maximum, en tout cas essayer de refroidir l'objet de telle sorte à s'en saisir sans trop laisser paraître l'émotion et sans trop la faire parler. Alors ça ne veut pas dire que je n'apprécie pas l'équipe de France, que je n'apprécie pas le football, mais il fallait à tout prix, à mon sens, refroidir au mieux l'objet pour tendre vers l'objectivité tout en sachant qu'on ne l'atteint jamais. Et ensuite, une fois l'objet refroidi, on peut s'en ressaisir en remettant un petit peu d'émotion ou en laissant parler l'émotion. C'est un travail qui se fait à partir du style finalement d'écriture. Je pense que l'écriture est relativement froide et concise, évitant au maximum l'emphase, d'une part, et puis d'autre part en prenant le recul nécessaire, en se plaçant toujours comme un historien avec une vue cavalière depuis le champ de bataille, depuis le sommet de la colline pour voir le champ de bataille se dérouler. Alors, le premier match de l'histoire de l'équipe de France a eu lieu le 1er mai 1904 contre la Belgique. Et c'était un match nul 3-3. La Belgique, c'est d'ailleurs l'adversaire que la France a affronté le plus souvent, pas toujours pour l'avantage de nos amis belges, on s'en souvient. Le premier club fondé en France est le Havre Athletic Club, mais en 1872. Est-ce que vous avez une explication pourquoi il se passe 32 ans ainsi entre l'arrivée du foot en club et la création d'une équipe de France ? Alors, il y a plusieurs explications. La première est que la création mythique du HAC en 1872, ça se rapproche en effet de la mythologie. C'est mythique. Ce n'est pas tout à fait un club de football, c'est un club de combination. On est encore dans un mélange entre football et rugby, dans un entre-deux qui ne dit pas son nom, et dans une activité qui est pratiquée essentiellement par quelques expatriés anglais finalement, ou britanniques, mais relativement peu fréquente sur le territoire national. Il faut attendre la fin des années 1880 pour que la pratique du football se développe en France, et en particulier à Paris, puis dans les années 1890 dans le nord de la France et dans d'autres régions. Et à partir du moment où il y a des compétitions possibles entre les équipes parisiennes d'abord, puis entre les équipes de Paris et d'autres régions, et en particulier du Nord,
mais également de Normandie. Là, on peut commencer à espérer une confrontation avec des équipes extérieures, avec des équipes internationales. Le schéma de matchs internationaux existe depuis le début des années 1870 dans les îles britanniques, mais il ne s'impose finalement qu'à la toute fin du 19e siècle et au tout début du 20e siècle pour les équipes continentales, pour les fédérations continentales. Et donc, il faut attendre, en effet, 1904 pour qu'une première équipe de France officielle voit le jour, avec ce Belgique-France du Villiers-Doix en mai 1904. Mais il faut avoir en mémoire qu'aux Jeux Olympiques de 1900 à Paris, c'est un club français qui représente la France. Le club français, c'est le nom du club en question, qui joue pour défendre les couleurs de la France. L'idée de sélection ne s'est pas encore imposée immédiatement et il faut pour cela à la fois une entente entre les dignitaires de l'USFSA, de la Fédération Omnisport qui est à la tête de cette équipe de France et en particulier des membres du bureau football, de la commission football, Robert Guérin pour ne pas le nommer, mais également avec l'entente qui se fait avec les journalistes de l'auto. Cette entente-là est indispensable. À côté de cela, il faut également une faculté à la confrontation qui s'est développée à la fin du 19e siècle, à l'interne, puis avec des clubs étrangers, et on peut enfin donner naissance à une confrontation internationale, à une rencontre internationale quelques semaines avant que soit créée la FIFA. Le premier thème que vous abordez dans votre ouvrage, c'est le soldat, la France et la guerre. Et vous revenez notamment sur 2 matchs juste avant et juste après la Première Guerre mondiale, ainsi que 2 matchs en 1940 et 1942. Et c'est une thématique que vraiment, moi, qui m'a beaucoup intéressé. En ce qui concerne la Première Guerre mondiale, est-ce que vous pourriez revenir sur l'impact qu'ont eu les guerres sur la pratique du football, sur la disponibilité des joueurs appelés sur les drapeaux, ou sur la poursuite ou non des rencontres internationales ? Alors, le paradoxe, c'est que le football s'arrête avec la guerre, mais en même temps se développe excessivement par la guerre, par le temps de guerre. Donc, il s'arrête avec la guerre, d'une part parce que les joueurs possibles sont appelés à se battre, sont appelés sur le front, et une quinzaine de joueurs de l'équipe de France ayant porté le maillot de l'équipe de France disparaissent pendant la Première Guerre mondiale, qui est beaucoup sur les quelques 120, 130 joueurs ayant porté le maillot jusqu'en 1914. Donc, il y a cet arrêt des compétitions, il y a cet arrêt de la pratique sportive par les footballeurs âgés, suffisamment âgés pour rejoindre le front, mais cette compétition sportive à l'arrière peut continuer avec les plus jeunes, d'une part, avec les générations de la relève, et d'autre part, le fait de mélanger des populations d'horizons divers lors de la mobilisation et lors des bases de guerre de position à partir de décembre 1914, ce mélange finalement de populations qui se fait permet au football de se diffuser auprès de populations qui jusqu'alors n'étaient pas convaincues, voire n'étaient pas informées de l'existence et de la passion du football. Finalement, les footeux de 1914 peuvent montrer à leurs camarades à quel point il est séduisant de s'intéresser au championnat, de s'intéresser à telle équipe, de s'intéresser à tel joueur et de vénérer qui Jean Ducret, qui Raymond Dubly, qui Pierre Chériès. Oui, parce qu'au départ, le foot, c'est plutôt un sport pratiqué par les élites, les classes moyennes. Donc là, vous diriez que grâce à la Première Guerre mondiale, il a pu se diffuser à des milieux plus populaires, des milieux ouvriers, c'est ça ? On tend aujourd'hui quand même à voir un gap, à voir une étape se réaliser à la fin des années 1900. Sans doute autour de 1907-1908, il y a un frisson qui commence à saisir la population, une population sportive plus générale. Mais de fait, on est dans le cadre d'une diffusion d'une activité sportive par les élites anglaises ou par les Anglais expatriés, mais également par les élites françaises anglomaniaques qui suivent la mode anglaise, qui ont parfois passé une partie de leurs études en Angleterre. Je citais tout à l'heure Raymond Dubly, c'est son cas, il passe quelques mois en études en Angleterre, et jeunes gens finalement rapportent d'Angleterre cet objet-là, ce football-là, la toute fin du 19e siècle, ils rapportent ce jeu, qu'ils font connaître à leurs camarades de classe parfois, puisque le lycée, le collège sont des lieux privilégiés
pour la diffusion du football en France, mais également à leurs élèves, puisque dans les lycées, il y a parfois des maîtres d'anglais ou des surveillants, et je pense entre autres à Achille Belle-Tête à Tourcoing, qui diffusent le goût du football, qui se saisissent du football comme une méthode d'éducation possible, à la fois une méthode d'apprentissage de l'anglais, mais surtout une méthode d'éducation des jeunes gens en mal de violence, de régulation de la violence et de la régulation des passions. Et donc, ce goût du football se diffuse auprès des élites. Mais très vite, à Paris, on observe également que les gens de la boutique, les petits commerçants, les fils de petits commerçants, les fils d'employés ou les employés, les petits commerçants eux-mêmes, se mettent également à jouer au football. Il ne faut pas oublier qu'être ouvrier à la fin du 19e ou au tout début du 20e, c'est être immédiatement fatigué à la sortie de son travail. C'est être physiquement fatigué, c'est avoir payé le prix de son corps pour gagner sa vie. Or, lorsque l'on est épuisé à la sortie du travail, il n'est guère envisageable d'avoir du corps disponible finalement pour se dépenser en activité physique. Et s'il en reste encore, c'est plutôt éventuellement pour avoir un petit peu plus à manger, pour offrir un petit peu plus à manger à sa famille. Et dans ce cas-là, c'est le jardinage qui peut l'emporter, ou la pêche éventuellement. Le sport lui-même, l'activité sportive nécessite de la disponibilité physique et nécessite dans le même temps de la disponibilité en temps. Tout aussi essentiel, lorsqu'un ouvrier travaille 48 heures par semaine, travaille 10 à 12 heures par jour, il n'a pas le temps matériel d'aller s'entraîner. Éventuellement, il pourra jouer pendant quelques minutes, quelques heures le dimanche, mais ça s'arrêtera là. Il n'aura pas eu d'entraînement. Donc le sport tel qu'il est pratiqué, et en particulier à un niveau suffisamment élevé pour envisager une confrontation avec des équipes équivalentes étrangères, d'autres nations, il est réservé en effet à l'élite ou à des métiers peu fatigants physiquement, de fait. Et la Première Guerre mondiale, en effet, va permettre à ces ouvriers, d'une part, de connaître un petit peu mieux le milieu du football, et puis d'autre part, mais ça c'est peut-être avant la Première Guerre mondiale, et Pierre Chériguès en est un exemple, peut-être également de permettre donc à ces ouvriers de connaître le football d'une part, d'apprendre à le pratiquer d'autre part, et parfois de montrer qu'ils le pratiquent à un niveau suffisamment élevé pour envisager être présent dans des équipes d'élite. Et donc, le cas de Pierre Chériguès, gardien de but du Red Star, est le cas par excellence, puisque lui, dès avant la Première Guerre mondiale, commence à gagner sa vie. J'aurais voulu savoir à quel point le football est instrumentalisé par la propagande durant la Seconde Guerre mondiale. Par exemple, est-ce que le régime de Vichy cherche à récupérer le sport autant qu'a pu le faire l'Italie fasciste ou l'Allemagne nazie? Au contraire, le régime de Vichy tend plutôt à se débarrasser du football finalement, en le régulant, en lui imposant des règles quelque peu différentes, des règles de professionnalisme d'abord différentes, puis de fin du professionnalisme, en créant une sorte de fonctionnariat avec les équipes fédérales. Et l'ennemi absolu pour le régime de Vichy, c'est le professionnalisme. Donc, le football étant devenu professionnel à partir de 1932, il faut se débarrasser de cet affichage-là. Et on peut continuer à vénérer éventuellement des athlètes, mais il faut que ces athlètes soient affichés comme étant amateurs, comme ne gagnant pas leur vie par ce football, ou alors, s'ils la gagnent, en tout cas de façon raisonnable et obéissante. Le tout pour rester finalement dans l'esprit de la révolution nationale chère à Pétain. La deuxième partie du livre, François, c'est sur l'immigration. Donc vous écrivez que la France s'est nourrie de l'immigration en tant que pays, bien sûr, mais aussi en tant que nation du football. Donc très schématiquement, les premières contributions furent européennes, notamment italiennes et polonaises, et les suivantes plutôt maghrébines et africaines. Et vous individualisez d'ailleurs un fil rouge avec les Algériens depuis l'équipe du FLN en 1958, où à l'époque plusieurs joueurs d'origine algérienne avaient rejoint l'équipe montée par le Front de Libération Nationale, parfois en faisant une croix sur l'équipe de France, et jusqu'à plus récemment les hésitations de certains binationaux quant au choix de la sélection dont ils défendent les couleurs. Quels sont pour vous les apports de l'immigration dans l'histoire du football et de l'équipe de France, au-delà du nombre de joueurs sélectionnés, je veux dire? Alors, j'ai pris soin dans ce chapitre de ne pas traiter de l'immigration, mais des descendants des immigrés. L'immigration aurait pu faire l'objet d'un autre volume ou d'un autre chapitre, puisqu'il y a aussi des joueurs qui
qui sont étrangers, qui naissent étrangers, qui immigrent pour jouer au football ou pour d'autres raisons et qui deviennent français lorsque l'occasion leur est donnée d'opter pour l'équipe de France, de rejoindre l'équipe de France. Alors, la place de l'immigration, elle est importante, mais ce qui est surtout important, à mon sens, c'est la place du peuple, la place des milieux populaires qui devient exponentielle à partir de la Première Guerre mondiale, à partir des années 20, qui devient vraiment prégnante au sein de la sélection. Et parce que populaire, c'est là aussi qu'on trouve davantage les immigrés, même si aujourd'hui on travaille un petit peu sur les élites, les immigrations d'élite. L'immigration concerne beaucoup les classes populaires et les immigrés se retrouvent beaucoup dans les classes populaires. Donc, lorsqu'on parle de Raymond Kopa, est-ce qu'il faut en parler comme étant le petit-fils d'un immigré ou faut-il en parler comme étant un possible mineur, un enfant de la mine? Voilà. Et en fait, la difficulté est là. Maintenant, il n'en reste pas moins que les descendants d'immigrés sont essentiels dans l'équipe de France, mais parce que l'équipe de France recrute, et cela de plus en plus, dans les couches populaires, voire exclusivement parfois. Et lorsqu'on voit encore aujourd'hui l'équipe de France, c'est une équipe de France qui s'est nourrie de cette immigration. Pour reprendre un propos qu'on pouvait entendre ce week-end sur les ondes, finalement, le samedi soir, il est assez facile d'être arabe ou noir dans un stade de foot, beaucoup plus facile en tout cas que le lundi matin dans une agence bancaire. De fait, il y a une fonction intégratrice du football. L'immigration nourrit peut-être, ou les descendants d'immigration nourrissent peut-être l'équipe de France, mais c'est aussi l'équipe de France qui montre qu'il y a des intégrations possibles. Comment évolue justement la sociologie des joueurs de football de l'équipe de France? Est-ce qu'elle évolue en parallèle de celle de la société? Non, pas tout à fait. Pas tout à fait, tout simplement parce elle devient, à partir des années 20, à partir de la question de l'amateurisme marron et du professionnalisme, elle devient vraiment de plus en plus un objet populaire. Et dès lors qu'elle est un objet populaire, elle reste comme une constante de la culture populaire, avec un recrutement lié aux couches populaires aux couches les plus populaires de la société, tandis que le reste de la société se tourne vers d'autres activités sportives, se tourne vers d'autres métiers, vers d'autres activités professionnelles, et ce fait donc que l'équipe de France ne peut pas être entièrement représentative de la population française, mais bien plus représentative de la population des milieux populaires. Même si en équipe de France subsiste tout le temps, en fait, à travers toutes les périodes, subsistent toujours quelques représentants des élites moins élevées socialement que celles du début du XXe siècle. Il n'y a plus de fils de banquiers ou de rentiers comme l'était André Puget au début du XXe siècle. Il n'y a plus le fils du ministre comme l'était Raoul Diagne en 1931. Mais il y a encore quand même des fils de professeurs ou des fils de pharmaciens. Je pense dans l'équipe de France actuellement à Raphaël Varane ou à Tchouaméni. Je reviens sur le lien entre football, intégration et enfants d'immigrés. Moi, j'ai été particulièrement attentif et passionné par toute cette thématique parce que il se trouve que j'ai consacré moi-même ma thèse de doctorat en droit sur la politique d'intégration des étrangers et de leurs descendants. Et je suis absolument d'accord avec tout ce que vous avez dit sur la fonction intégratrice du football, ainsi que sur également le fait qu'on n'insistait peut-être pas assez sur le mépris social davantage qui existait. Je rappelle que cette méfiance à l'égard des enfants d'immigrés, cette méfiance à l'égard des nouveaux Français entre guillemets, elle a, comme vous le dites, toujours existé. Elle était peut-être même encore plus virulente dans les années 20, puisque la loi de 1927 et je vais trouver ça dans les motifs de la loi, dans l'exposé des motifs de la loi, disait qu'il fallait mettre en place la déchéance de nationalité au cas où s'il y avait eu des erreurs de naturalisation trop hâtives et qu'en réalité les étrangers n'étaient pas suffisamment assimilés à la France et que au cas où si on s'était trompé, il fallait mettre en place cette politique de déchéance de la nationalité. Donc cette méfiance, elle a toujours existé et j'ai l'impression qu'aujourd'hui elle existe davantage parfois dans le milieu politique pour instrumentaliser que dans le milieu du football en lui-même. Et ça me vient à poser la question suivante: est-ce que les critiques liées aux origines étrangères de certains footballeurs qui seraient pas suffisamment des bons patriotes, qui sont des mercenaires, est-ce que ça reflète pas surtout l'idée qu'on exige davantage du footballeur que du citoyen lambda?
Ah, clairement, oui, je pense. Ou en tout cas qu'on le politise davantage. Parce que finalement, qui reproche cela? C'est souvent des hommes politiques qui portent cette parole-là et des hommes politiques d'extrême droite, Oui, une droite mais très même je dirais que conservatrice. les institutions Mais en elles-mêmes exigent davantage. Par exemple, un exemple précis, lorsque vous commencez à jouer pour une équipe nationale, vous n'avez plus du tout le droit de jouer pour l'autre équipe de votre nationalité, alors que dans la vie quotidienne, vous pouvez voter à vitam aeternam pour dans votre pays d'origine, enfin dans un pays comme dans l'autre où vous avez la nationalité. En règle de football, c'est très strict, c'est à vie. Ensuite, c'est terminé, vous n'avez plus le droit du tout de revenir. J'ai l'impression que même pas seulement de la part des politiques, mais aussi du milieu en lui-même, des institutions, il y a une exigence supérieure et on exige toujours plus du footballeur que du citoyen. Mais là, justement, c'est peut-être davantage les institutions internationales qui sont en cause dans leur choix que la position de la Fédération française, qui ne pourrait pas décider à elle seule si elle a le droit ou pas de valider une nationalité sportive ou de l'invalider. C'est vraiment la position de la FIFA, c'est la législation de la FIFA qui ne se pose pas spécialement les mêmes questions politiques que nous posons en France. Donc il n'est pas certain qu'il faille y voir une exception footballistique. En revanche, en termes de représentation et en termes de discours, il y a cette exception footballistique à l'échelle de la France. Clairement, en effet, on demande à des footballeurs d'être d'abord capables de s'exprimer sur des thèmes variés et de prendre position, de s'engager sur des thèmes sociaux, environnementaux, économiques, politiques, alors qu'on ne le demande pas à d'autres jeunes, y compris les plus diplômés. Je donne souvent comme exemple les énarques ou les normaliens, à qui on ne va pas poser les mêmes questions alors qu'on a le même âge lorsqu'on sort de l'ENA ou de normal, que lorsqu'on sort d'un match international. Il y a cette dimension-là, on exige en tant que représentant supposé d'une nation ou d'une société, on leur donne une valeur d'exemplarité qui devrait, à mon sens, n'être que sportive. Il n'y a aucune raison de faire voter tel individu de tel côté ou de lui exiger la prise de parole à tout prix sur tel sujet qui serait pourtant brûlant. Après, certains footballeurs pouvant conseiller peuvent choisir de prendre position et de prendre des positions fermes. Se pose aussi la question de l'argent. Il y a aussi cette question-là qui embrume finalement tout ce mépris de classe parce qu'on les considère comme des millionnaires jouant au ballon, des millionnaires qui savent à peine taper dans un ballon finalement, comme si taper dans un ballon était facile, ça d'une part, et d'autre part, comme s'ils gagnaient plus d'argent que ce qu'ils font gagner aux investisseurs, aux patrons de clubs, aux sponsors. Bon. Et cet argent-là est beaucoup moins gênant lorsqu'il est porté par les enfants de grosses fortunes, de grandes fortunes. Ce qui, en fait, s'avère gênant, c'est ce mélange argent, célébrité à un jeune âge, et d'un autre côté, milieu d'origine supposé ou réel, géographique, ethnique, national, et succès finalement. Ce mélange détonnant leur fait reposer sur leurs épaules une responsabilité qui les dépasse très largement et qui en effet en font des citoyens un petit peu à part. Vous venez de parler, François, de salaire, de rémunération, donc ça nous amène à parler du travail. C'est l'objet de la troisième partie de votre livre. Le football devient en effet professionnel en 1932, et donc ça met fin à une pratique officieuse qu'on appelle amateurisme marron, c'est-à-dire le fait de rémunérer illégalement un sportif officiellement amateur. Est-ce que cette pratique était très répandue dans les années 20 et 30 et comment se situer par rapport à d'autres pays? Est-ce que c'est une évolution générale en Europe? Alors, elle était très répandue et elle l'était probablement dès l'avant-guerre. Là encore, je vous donne l'exemple de Pierre Chériguès, mais Jean Ducret, capitaine de l'équipe de France juste avant-guerre, gagnait probablement sa vie aussi avec le football, avec la pratique de football. Donc c'est une pratique répandue, d'abord pour une partie limitée de joueurs, les plus talentueux, et puis de plus en plus répandue, au point que dans les années 20, c'est un secret de polichinelle. Beaucoup de joueurs sont rémunérés, et l'auto se voit même obligé à la fin des années 20 d'organiser un concours du footballeur amateur pour savoir qui serait le plus propre finalement.
Oui, c'est une pratique répandue. C'est une pratique aussi répandue ailleurs en Europe continentale, alors qu'en Angleterre, le professionnalisme est mis en place dès le milieu des années 1880. En Europe continentale, le mouvement est véritablement celui de l'adoption du professionnalisme. Et c'est d'ailleurs dans le vent de ce mouvement-là que se crée la Coupe du Monde, puisque la Coupe du Monde, c'est la FIFA qui l'impose, alors que les Jeux Olympiques sont organisés par un CIO extrêmement amateuriste. Il est hors de question pour le CIO dans les années 1920 d'envisager la rémunération d'un athlète. Il y a cette question du professionnalisme qui brouille les relations entre l'olympisme et le milieu du football, la FIFA en l'occurrence, et la FIFA décide de tirer son épingle du jeu en créant son propre tournoi, alors que le tournoi international par excellence jusqu'en 1924 c'était le tournoi olympique, et encore en 1928, la création de la Coupe du Monde devient indispensable alors que des équipes qui peuvent avoir des joueurs professionnels risquent de concourir à cette compétition, et donc est créée la Coupe du Monde à l'initiative de Jules Rimet, dont la première édition a lieu en Uruguay en 1930. En parallèle de la professionnalisation, vous expliquez qu'un syndicat de joueurs est créé en 1936 et d'ailleurs qu'un premier préavis de grève, est déposé dans la foulée. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, ça survient en plein Front populaire. Preuve s'il en était encore besoin de l'intrication entre le sport et les affaires générales de la nation. Qu'a changé le professionnalisme dans le rapport entre les joueurs et les supporters? Alors, entre les joueurs et les supporters, là, c'est une question piège. Probablement que ça a changé un petit peu l'exigence que les supporters pouvaient avoir à l'encontre des joueurs, à savoir, ils se font payer, ils pourraient quand même mieux jouer. Ça, probablement. Mais finalement, ce n'est pas vraiment entre les joueurs et les supporters que le changement se fait. C'est plutôt dans les relations entre les joueurs et les dirigeants qu'il devrait y avoir un changement. Et qu'il devrait, parce que ce changement n'a pas lieu. Et c'est bien ce que reproche finalement le syndicat naissant des joueurs en 1936, les gens, mais là, il faut quand même que nous, employés, nous défendions nos droits, et droits en particulier au transfert et à la sécurité, à l'assurance en cas de blessure surtout, ou en cas de fin de carrière. Vous vous rappelez que je rapproche cela du temps du Front populaire, mais c'est aussi tout le drame de ce moment-là, puisque le syndicat lui-même naît vraiment dans la mouvance du Front populaire. C'est dans les mois qui suivent la mise en place du gouvernement Blum, la mise en place des accords Matignon, etc., la signature des accords Matignon. Mais l'appel à la grève se fait à la toute fin 1937, au tout début de 1938, à un moment où le Front populaire est déjà en train de se détruire, est déjà en déliquescence, et à un moment où le mouvement social qu'est la grève n'est plus de mise. Et donc, il y a une temporalité fine du Front populaire à avoir derrière cet échec finalement de la grève des pieds croisés. Le footballeur devient un travailleur, mais quels moyens les footballeurs mettent en œuvre pour appuyer leurs revendications? Est-ce que cette grève, donc en 1936, était une menace? Finalement, elle n'est pas appliquée. Et puis, je ne crois pas qu'il y ait d'autres cas de grève comme ça dans l'histoire du football, et notamment celui de l'équipe nationale. Donc, quels sont les moyens que les footballeurs trouvent pour appuyer leurs revendications? Il y a eu une grève en 1972, en décembre 1972, mais c'est une grève lors d'une journée de championnat. Une grève qui permet finalement d'aboutir enfin à la charte du football professionnel et de faire pression sur le groupement des clubs autorisés, l'ancêtre de la Ligue de football, qui finalement est obligé de céder devant les ambitions, devant les revendications des joueurs de football professionnel. Mais pour en revenir à l'équipe de France, les principaux modes de contestation, de revendication, mais c'est d'abord la contestation interne, la crise interne, avec des querelles qui peuvent se faire jour entre un joueur et son sélectionneur. C'est le cas, j'en traite dans mon livre, c'est le cas de Raymond Kopa qui se brouille avec Georges Verriest, qui ne s'est pas montré très agréable à son encontre dans les médias, qui exige donc des excuses publiques, lesquelles sont refusées par Georges Verriest, et Raymond Kopa claque la porte de l'équipe de France. Mais c'est Raymond Kopa. C'est le cas aussi d'autres joueurs qui peuvent, à un moment ou à un autre, refuser la sélection parce qu'ils ne s'estiment pas suffisamment indignes pour obéir aux souhaits du sélectionneur en place. On peut penser par exemple à Eric Cantona
et les relations qu'il entretient avec Henri Michel. Ça, c'est la possibilité d'une crise interne. Et puis, il y a également la possibilité de la prise du pouvoir. C'est celle, en particulier en 1966, lors du match de la Coupe du Monde, lors du 3e match de poule de la Coupe du Monde. Donc, l'équipe de France doit rencontrer l'Angleterre, mais les joueurs de l'équipe de France n'en peuvent plus de subir les injonctions contradictoires du sélectionneur-entraîneur qui est Henri Guérin et de ses 2 entraîneurs adjoints qui finalement choisissent entre la ligne, le béton et ne savent pas trop quel système de défense ils doivent développer. Et donc les joueurs refusent d'obéir tout simplement au sélectionneur, vont voir le sélectionneur et disent clairement nous prenons le jeu à notre compte. Et c'est Robert Budzinski qui mène cette fronde véritable lors de cette Coupe du Monde. Alors encore faut-il ne pas être remplacé, encore faut-il ne pas avoir un entraîneur qui décide finalement de remplacer tous ces joueurs frondeurs, mais pour cela il faut avoir les joueurs à disposition, les joueurs en mesure de disputer un match à disposition. C'est pas toujours le cas, et en 1966 par exemple, une bonne partie des joueurs qui étaient jusqu'alors sur le banc des remplaçants, ou plutôt qui n'étaient même pas sur la feuille de match, avait décidé de prendre le séjour en Angleterre comme étant un moment de vacances, un lieu de villégiature et de rencontres sympathiques et douces avec certaines Anglaises. Alors ça, c'est pas trop connu encore. Question un petit peu qui peut être considérée comme provocatrice, mais en réalité très sérieuse, je trouve. Est-ce que le paradoxe du football n'est pas de reprocher aux footballeurs leurs revenus, alors que c'est sans doute un des seuls domaines économiques dans lequel les salariés sont parvenus à obtenir la grande majorité des produits de la richesse de ce domaine? Alors la grande partie, je suis pas sûr que la grande partie des revenus reviennent aux footballeurs, mais c'est une partie visible importante. Évidemment. Oui, c'est un paradoxe, mais finalement, quel regard porte la société française sur les revendications salariales, sur les grévistes en général? On a beau dire que la France est toujours en grève, que les Français font toujours grève, mais en fait, très souvent, les grévistes sont dénigrés par les Français. Donc, les footballeurs, en cela, peuvent l'être aussi, alors qu'ils ont remporté de belles victoires, et l'UNFP en particulier, qui est un syndicat assez particulier, parce que il rassemble déjà la quasi-totalité des joueurs professionnels, et par ailleurs, il est vraiment l'interlocuteur presque sans révolte des lieux de pouvoir, parfois mal compris d'ailleurs, hein. Non pas par les joueurs, mais médiatiquement, lorsque le langage de l'UNFP est un petit peu décalé par rapport à ce qu'on espère, par rapport à ce qu'on imagine médiatiquement. L'UNFP, par exemple, ne condamne pas le mouvement social qu'est Naïsna, et heureusement. Mais parfois, l'UNFP reproche, des joueurs reprochent à l'UNFP d'être finalement des jaunes, quasiment, d'être trop proches des milieux dirigeants. Ce qui n'est pas si vrai que cela, mais de fait, c'est l'incontournable interlocuteur. Pour prolonger ce que vous avez dit sur Naïsna, donc on se rappelle que c'était l'affaire pendant la Coupe du Monde en 2010, où justement les footballeurs ont été vus parfois par certains comme étant des enfants gâtés qui gagnent trop d'argent, mais vous expliquez très bien qu'on peut en faire une lecture différente et tout à fait légitime dans le cadre du monde du travail, puisqu'il s'agissait de défendre le droit à faire grève. Oui, tout à fait. Vous avez un employé qui, dans le cadre des relations de travail, se dispute avec un cadre, a des mots envers un cadre. Lesquels mots sont totalement déformés, mis sur la scène, sur la place publique, et au nom de ce qui paraît sur la place publique, les dirigeants du cadre et de l'employé, les dirigeants renvoient l'employé en question. Les collègues de l'employé, sachant ce qui a été dit, puisqu'ils étaient présents, ils étaient témoins, refusant les conditions dans lesquelles leur collègue est renvoyé, manifestent leur soutien à l'encontre de leurs collègues par un refus de donner leur image, parce que c'est bien cela quand même, de donner leur image lors d'une cérémonie publique. L'entraînement public, c'est une cérémonie publique. Voilà. Ça aurait été un entraînement privé, c'était tout autre chose. Là, ils refusent de participer à l'opération de communication de l'employeur indélicat qui a renvoyé leurs collègues. Et tout cela, on peut le comprendre si on retire d'une part ce nuage de fumée qui est l'argent, que sont les sommes inconsidérées qui peuvent tourner autour du football et dont certaines vont dans les poches des footballeurs, mais pas toutes quand même.
d'une part, et d'autre part, si on se débarrasse de toutes les polémiques qui ont surgi peu avant l'affaire Zaya, par exemple, mais aussi les polémiques autour du coût de l'hôtel de Naïsna pour les suites qui étaient réservées aux joueurs de l'équipe de France, polémique qui était entretenue d'ailleurs par la secrétaire d'État au sport, Ramayad, qui elle-même bénéficiait de suites plus coûteuses. Oui. Donc c'est assez amusant d'avoir le boomerang qui revient à la tête de son lanceur. Et puis d'autre part, si on se débarrasse aussi de l'image qu'on a des joueurs comme étant enfants de cité, enfants issus de l'immigration, dans un contexte d'une France sarkozienne qui possède quand même un ministère de l'immigration et de l'identité nationale. Donc il y a tout ça qui se mélange et qui embrume totalement cette affaire qui est un conflit social, un conflit dans le cadre du monde du travail, parmi d'autres. Alors certains joueurs estiment qu'en fait ils ont fait une bêtise, que certains des joueurs qui ont participé à ce mouvement estiment que bon, ils n'auraient pas dû, ils ont mal géré la chose et tout, mais ils disent bien en revanche que c'est contre les dirigeants, c'est pas du tout contre le coach que c'était tourné, contre les dirigeants qui ont une attitude irresponsable parce que ne connaissant pas finalement le football professionnel. C'est certainement très peu le football professionnel ou insuffisamment. C'est ce qui explique certainement le mouvement en lui-même, cet écart entre les salariés, les employés. Alors, les joueurs ne sont pas salariés proprement dit de la fédération, mais dans le cadre d'une compétition, ils sont ipso facto les employés. Donc ces employés et les dirigeants, les dominants, les patrons. La dernière partie du livre s'intitule Face aux monstres. C'est une partie un peu plus éclectique puisqu'elle revient bien sûr sur les totalitarismes. Donc il y a un match contre l'Allemagne en 1933, un autre contre l'Italie en 1938, un match contre l'Argentine en pleine dictature en 1978 pendant la Coupe du Monde, le fameux France-Allemagne au Stade de France durant les attentats du 13 décembre 2015 et enfin sur l'impact de l'épidémie de Covid en 2020. Donc fondamentalement, vous traitez du rapport entre la politique et le sport. Au moment où nous enregistrons, la France dispute bien sûr la Coupe du Monde au Qatar et la question du boycott s'était posée. Alors, on va pas discuter forcément des raisons de ce boycott, mais est-ce que pour vous, qui vous intéressez en plus à l'histoire populaire du sport, est-ce qu'il y a une fracture entre ceux qui ont appelé au boycott et ceux qui regardent le match? Est-ce que pour vous, c'est deux sociologies différentes? Non, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ont appelé au boycott et parmi ceux qui regardent le match, il y en a beaucoup qui ont hésité, qui se sont posé des questions et je ne boycotte pas, je suis contre le boycott, mais bien sûr que je me suis posé les questions que mes camarades qui ont choisi le boycott se sont posées et à l'issue desquelles ils ont opté pour d'autres réponses. Donc non, je pense pas qu'il y ait une fracture, on se retrouvera tous au bord du terrain à l'issue de cette Coupe du Monde, en train d'applaudir nos équipes, de huer l'équipe d'en face et d'insulter l'arbitre. Donc voilà, ça ne changera pas fondamentalement pour ceux qui aiment le football. Pour ceux qui n'aiment pas le football, bah évidemment que l'attribution de la Coupe du Monde de football est du pain béni pour eux, parce que ça leur donne l'occasion de lancer leur flèche contre ce sport trop populaire. Et trop populaire, c'est-à-dire aimé par trop de gens, d'une part, mais aussi aimé par trop de gens du peuple et pratiqué par des gens du peuple. Il y a là aussi un mépris de classe. Je suis professeur en lycée, je peux vous assurer dans la ville réputée comme étant la plus pauvre de France, à Roubaix, je peux vous assurer que mes élèves, ils ne pensent pas au boycott. Ils ont envie de regarder ces matchs. Et ils sont issus de milieux très populaires. Mais évidemment, pour ceux qui n'aiment pas le football, c'est une occasion rêvée. Jamais cette Coupe du Monde n'aurait dû être organisée par le Qatar. Maintenant, c'est une belle Coupe du Monde qui se déroule pour l'instant. Mais ces mêmes personnes très vigilantes sur les droits humains, très vigilantes sur la défense des droits LGBT, très vigilante sur la défense de l'environnement, très vigilante sur les droits sociaux des travailleurs qui ont été tués lors de la construction de ces stades, eh bien, oublie peut-être de regarder de façon un peu plus large. Par exemple, les ouvriers des stades qui sont morts lors de la construction des stades, c'est peut-être aussi ceux qui sont morts pendant la construction du musée dont Jean Nouvel est l'architecte responsable au Qatar, à Doha. Les mêmes oublient, par exemple, de condamner les films qui sont représentés au Festival de Cannes
dans Un certain regard ou dans La quinzaine des réalisateurs, qui sont produits par le Doha Film Institute, lequel institut du film de Doha est quand même présidé par la propre sœur de l'émir. Mais là, on n'entend pas du tout ces personnes pourtant très très vigilantes sur les droits humains, sur tous ces droits, sur toutes ces questions. On ne les entend pas du tout appeler au boycott du Festival de Cannes, ou d'appeler plus généralement même au boycott du cinéma. On les entend pas appeler au boycott du concours de saut d'obstacles, alors que la 16e et dernière étape de ce concours mondial se passe à Doha. On n'entend pas ces mêmes personnes appeler au boycott des grands prix automobiles, alors que le Grand Prix automobile d'Arabie Saoudite à Jeddah se déroule dans un pays qui n'est quand même pas le plus grand représentant de respect des droits humains, et dans une ville qui n'est pas l'exemple type du respect de l'environnement. Donc on a véritablement l'impression d'avoir un deux poids deux mesures par des personnes qui, lorsque ça les arrange, reconnaissent que le foot est une chambre d'écho incroyable, est un phénomène total incroyable, mais lorsque ça les arrange seulement, parce qu'en temps ordinaire, ce n'est quand même qu'un sport de beauf pour eux, et pour elles, pour ces personnes. Et donc là, il n'y a pas de rupture qui se serait consommée à l'occasion de la Coupe du Monde. Ça ne fait que confirmer une rupture, c'est un bien grand mot, un désaccord qui existe déjà. N'importe qui a le droit de ne pas aimer le football, et n'importe qui a le droit de l'aimer. Maintenant, c'est totalement hypocrite, c'est une attitude de dame patronnesse que de condamner cette Coupe du Monde lorsqu'on n'aime pas le football. Lorsqu'on aime le football, eh bien là on a un choix en conscience qui se fait, et on n'est pas tous d'accord, et on retombera d'accord à un moment ou un autre, mais voilà, c'est un cas de conscience qui s'est posé à tous, je pense. Et d'ailleurs, un peu lié à la question que je vais vous poser, j'aimerais revenir sur l'époque du confinement et la décision d'arrêter le football et de ne pas terminer à l'époque la saison de Ligue 1 et de même de toutes les ligues professionnelles et amatrices. Moi, j'avais été très surpris par cette décision qui n'avait pas été celle des autres ligues, notamment l'Angleterre ou l'Espagne, l'Allemagne ou l'Italie. Et est-ce que, selon vous, ça reflète pas déjà la place du football en France, le mépris qu'il peut y avoir vis-à-vis de ce sport, la faiblesse du football français, parce qu'à l'époque, je me souviens très bien qu'il y avait eu des atermoiements. Jean-Michel Aulas avait dit un petit peu, puis finalement il avait changé d'avis. Personne n'avait trop osé défendre la position du football, défendre la solution de terminer la saison qui était la plus logique. Ils avaient un petit peu tous peur du message qui aurait été renvoyé de dire en ce moment il se passe des choses graves et vous venez nous embêter avec le football, avec des gens qui tapent dans un ballon. C'est ridicule, votre sujet il est inexistant. Et donc finalement le football français a eu peur et s'est écrasé, et l'UNFP dont on parlait tout à l'heure, selon moi, là, n'avait pas été à la hauteur. Est-ce que, selon vous, tout cet épisode, tout ce que je dis là, ça reflète pas la faiblesse du football français et donc la place et l'image du football en France? Probablement que le football français n'a pas eu à ce moment-là les représentants qui possédaient le poids politique suffisant pour se faire entendre. Mais de là à voir le football comme une victime en France du Covid, du déconfinement raté éventuel, les footballeurs et le football ne se sont jamais trouvés dans la situation dans laquelle les étudiants ont été mis. Les étudiants ont été vraiment délaissés entièrement. Les footballeurs, on s'est quand même posé la question. Les artistes ont eu la même situation à vivre finalement. Et à la limite, les footballeurs se sont retrouvés dans ce milieu culturel qui n'a pas été représenté face à un gouvernement ou un conseil scientifique peut-être plutôt, qui ne prenait en compte que l'aspect biologique des choses, que l'aspect médical des choses. Il est très symptomatique qu'il n'y ait pas eu de représentants de sciences humaines au sein du conseil scientifique, d'historiens, de sociologues, d'anthropologues, spécialistes de la gestion de crise sanitaire en particulier. Très très symptomatique ça, cette absence-là. Et finalement le football, comme le reste des cultures finalement, des activités culturelles, a été mis de côté. Ce n'est pas plus le football que le rugby, que l'athlétisme, etc. C'est le football aussi.
Pour terminer, François, il y a évidemment des thèmes que vous n'avez pas abordés dans ce livre. Vous avez fait des choix, et notamment, vous n'avez pas parlé de l'équipe de France féminine, de création plus récente en 1971, mais on sent que vous auriez aimé lui consacrer un ouvrage. Oui. L'équipe de France masculine, elle en est à 118 ans d'existence, près de 900 matchs, bientôt 900 matchs disputés. Quels sont les 3 moments les plus marquants personnellement pour vous? D'abord, pour rebondir sur l'équipe de France féminine, c'est vraiment un regret de ma part que de ne pas avoir pu faire un chapitre sur les femmes, sur l'évolution des droits des femmes à partir de lecture de matchs de l'équipe de France féminine. Mais il se trouve que je suis spécialiste de l'équipe de France masculine et que le livre a été écrit au moment des confinements ou au moment de la crise sanitaire, lorsque les archives étaient moins facilement accessibles, ne serait-ce que parce que il faut faire des allers-retours sur Paris et que ce n'est pas toujours évident avec un couvre-feu, bon, par exemple. Et donc, il faut prendre ça en compte. Je n'avais pas le matériau nécessaire. Je suis historien, j'ai besoin de sources, j'ai besoin de matériaux. Je n'avais pas le matériau nécessaire pour écrire cette histoire de l'équipe de France féminine ou à partir de matchs de l'équipe de France féminine. Et je le regrette vivement. J'avais en revanche ce matériau-là beaucoup plus facilement accessible pour moi et cette connaissance de fond qui me permettait de l'écrire pour l'équipe de France masculine. Alors, les 3 moments clés pour l'équipe de France masculine, c'est là encore une question bien difficile. Je pense que je mettrais très probablement la charte du football professionnel 1973 qui est quasiment passé inaperçu aujourd'hui, mais qui révolutionne véritablement, qui permet à ce job qui est le football professionnel, à ce job de devenir un métier auquel on est formé, que l'on pratique, dont on sort par des reconversions possibles et envisagées. Donc là, il y a vraiment, je pense, une révolution de fond qui se passe en 1973, et peut-être qu'on peut l'élargir aux victoires, à la grande épopée de la SSE, de la S Saint-Étienne, l'épopée européenne, et dans le même temps à l'arrivée d'un joueur incroyable, d'un joueur phénoménal qui était Michel Platini, à qui c'est un sélectionneur audacieux et en même temps une véritable synthèse de ce qui se passait dans les décennies précédentes. Michel Hidalgo fait entière confiance. Donc je pense que ce milieu des années 70, c'est une période véritablement clé, mal connue, mal reconnue, mais véritablement clé pour le football contemporain. Une autre période, c'est certainement la fin des années 90, non pas seulement parce que l'équipe de France remporte la Coupe du Monde et le championnat d'Europe, bien sûr, mais aussi parce qu'il y a cet arrêt Bosman qui ouvre complètement les horizons du football international à ces joueurs de l'équipe de France, et inversement, qui ouvre l'horizon français aux joueurs étrangers, et massivement. Et donc là, on a une autre révolution copernicienne qui se joue à ce moment-là. Le 3e temps, ce serait tentant de dire 1932, on va dire la fin des années 20, avec la création du FC Sochaux. C'est la naissance du football professionnel. En fait, le football professionnel naît de la Coupe Peugeot, qui est donc créée par Jean-Pierre Peugeot, par le FC Sochaux, la Coupe Sochaux. Et en fait, il faut avoir en tête que cet épisode-là n'est pas seulement footballistique, c'est en fait quelque chose de très industriel. Lorsque vous avez Citroën dans les années 20 qui se lance dans la croisière jaune, dans la croisière noire, c'est une opération de com incroyable. Lorsque vous avez Renault qui dans les années 20 ouvre l'usine de Boulogne-Billancourt sur l'île Seguin avec une véritable usine-ville dédiée à l'automobile, c'est une opération de propagande incroyable. Eh bien, Jean-Pierre Peugeot, pour son opération de propagande, il a choisi de suivre un modèle qui existait aux Pays-Bas avec le PSV Eindhoven, qui existait en Allemagne avec le Bayer Leverkusen, à savoir une entreprise, une usine, qui possède son club de football, qui possède même son stade à l'intérieur de l'enceinte de l'usine. Le stade Bonal se situe à l'intérieur de l'enceinte de Peugeot. Il suffit de franchir les rails qui desservent l'usine pour pouvoir accéder au stade. Et bien, voilà, comment faire un coup de pub par excellence pour Peugeot, c'est créer un championnat de foot, créer une équipe de foot, créer un stade de foot et faire venir les grandes stars du moment ou les grandes vedettes de football du moment. Donc là, peut-être qu'il y a le 3e temps
copernicien, le troisième grand moment du football français. Merci François Darocha-Carnero d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle le titre de votre livre, Une histoire de France en crampons. C'est aux éditions du Détour et est disponible en librairie. Je signale également la sortie d'un très bel hors-série de l'Humanité qui s'appelle Une histoire populaire des Bleus, auquel vous avez beaucoup contribué et qui est disponible en kiosque. Merci enfin à toi, Adrien, pour cette nouvelle collaboration. Et on peut d'ores et déjà en annoncer une pour le début d'année prochaine. Merci pour l'invitation. Et puis, du coup, oui, avec plaisir pour une prochaine exercice alors. Merci François. Merci à vous. Et quant à moi, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode.